Et salut tout le monde, c'est Lou Geoffrey. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo qui est presque un podcast, hein, vous pouvez presque prendre ça comme un podcast. J'aimerais un petit peu vous narrer en fait toute l'historique et tout le contexte qui est autour du combat que personnellement j'aime le moins, alors que pourtant il fait intervenir deux combattants que j'aime énormément. Alors combat que j'aime le moins parce que combat extrêmement frustrant, donc qui a opposé Marvelous Marvin Hagler à Sugar Ray Leonard en 87. Combat voilà, hein, pour ainsi dire que je déteste. Et je vais essayer voilà, de vous narrer un petit peu donc, tout le contexte qui est autour. Ça va juste être voilà, une petite discussion, moi qui vous raconte un truc. Donc n'hésitez pas du tout à prendre ça comme un podcast et faire autre chose entre temps. Je pense que de toute façon l'angle de caméra sera assez terrible hein, si jamais vous voulez regarder, voilà, c'est la nature, c'est la campagne. Donc ce combat, pour comprendre pourquoi est-ce que je le déteste, en fait c'est avant tout parce que c'est un combat qui est frustrant. C'est-à-dire que vous voyez des combats ennuyants dans l'histoire de la boxe, on en a eu. Des combats très hypants qui finalement se révèlent très décevants, il y en a eu aussi. Je pense à Mayweather Pacquiao par exemple. Mais le combat Hagler-Leonard, il laisse un goût particulièrement amer dans la bouche parce qu'en fait c'est un combat qui est pas si mauvais. C'est un combat qui met en jeu des acteurs exceptionnels. C'est un combat qui raconte une histoire de fou, parce que le comeback de Leonard est une histoire de fou, je vais vous raconter tout ça. Et en parallèle, ça raconte aussi la chute d'Hagler, qui est terrible. C'est que vous allez comprendre que ce combat, c'est presque ce pourquoi Hagler a travaillé toute sa vie, ces 60 minutes de combat. Et ce qui est d'autant plus terrible, c'est que la tournure du combat est telle, en fait, la victoire de Leonard est tragique, parce qu'elle est à la fois superbe pour lui, mais terrible pour Hagler, et qu'en même temps, une victoire d'Hagler, qui est tout aussi sensée que la victoire de Leonard, aurait été tout aussi terrible pour Leonard, et tout aussi magnifique pour Hagler. Et en fait, c'est finalement deux combattants qui avaient absolument besoin pour eux-mêmes de gagner ce combat. Et à la limite, si jamais le combat nous avait donné un clair gagnant, on aurait pu avoir un plus fort, un moins fort, et le plus fort qui du coup se permet d'avoir une vie améliorée par ce combat, le moins fort qui se permet d'avoir une vie moins améliorée, les choses en auraient été ainsi. Mais le fait est qu'au final, non seulement le combat est tellement serré qu'en fait les deux pourraient très certainement prétendre à la victoire de manière logique, et qu'en plus, c'est Sugar Ray Leonard qui a déclaré vainqueur, celui qui, peut-être, c'est presque en fait la conclusion la plus frustrante pour Hagler. Et c'est clairement pour tout ça que j'aime pas ce combat. Parce que dès que je le vois, je peux pas m'empêcher d'avoir un pincement au cœur. En fait, presque d'avoir un goût amer, du dégoût presque pour ce combat. Alors que pourtant, il est pas si mauvais du tout. Hein. C'est même un bon combat de boxe. Je vais donc essayer ici de vous contextualiser un petit peu tout ça pour essayer de pouvoir vous traduire pourquoi est-ce que ce combat me laisse toujours un goût amer quand je le regarde et pourquoi est-ce que je considère que c'est le combat que j'aime le moins de toute l'histoire de la boxe. Pour ça, évidemment, c'est important de comprendre dans quel contexte le combat arrive, à la fois à quelle position se situent Hagler et Leonard au début de l'année 87, et surtout quel lien entretiennent Hagler et Leonard, et surtout qu'est-ce que signifie ce combat pour eux. Je vais commencer par raconter l'histoire d'Hagler. Je pourrais commencer par celle de Leonard, mais honnêtement les deux seraient très kiff-kiff. Tout simplement parce qu'à l'époque, un combat Leonard-Hagler, en fait, c'est pas du tout si intéressant que ça, et surtout ça coule pas de source. C'est ça que je veux dire, c'est que ça coule pas de source. On a Hagler en 86 qui est champion, unifié et incontesté des poids moyens. Il a toutes les ceintures, WBA, WBC, IBF, The Ring. Que je dise pas de bêtises, à l'époque c'est le seul champion qui possède les trois ceintures WBA, WBC, IBF, toutes catégories pas confondues. Je crois que c'était avant que Tyson les réunisse toutes. Et surtout ça fait un bout de temps qu'il les trimballe. Et il n'y a pas d'autre boxeur qui a tenu autant de ceintures depuis autant de temps, depuis un bon moment. Ce que je veux dire, c'est que ça fait un moment qu'il a réuni toutes les ceintures, et c'est vraiment que personne n'a tenu toutes les ceintures pendant autant de temps. Donc c'est vraiment le champion, et surtout que c'est un champion qui est excellent, un champion repère, qui a toujours tenu à défendre ses titres contre les challengers les plus méritants, et sans forcément monter de catégorie. Donc les autres peuvent monter à lui, mais lui ne montera pas. Parce qu'Hagler veut être un champion digne, on va voir dans son histoire pourquoi est-ce qu'il attache autant d'importance à la notion de champion. Et du coup, le fait qu'il prenne Leonard à ce moment-là, c'est quelque chose de très choquant. Parce que Leonard, c'est tout sauf un challenger qualifié. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas combattu, son dernier combat c'est en 84, et en fait son dernier vrai combat c'est en 82, où il prend sa première retraite forcée, je vais revenir sur les raisons de cette retraite plus tard. Il va refaire un combat de retour en 84 qui sera en vrai assez pitoyable, combat qu'il va malgré tout remporter en allant au tapis, combat laborieux contre un adversaire pas si bon, donc combat un peu pitoyable de la part de Leonard. Et donc on a virtuellement un excellent combattant, mais qui est excellent il y a 5 ans, qui se retrouve à être d'un seul coup challenger pour les ceintures d'Hagler, qui est, comme je vous l'ai dit, le champion hors pair et impeccable. Pourquoi Hagler décide de donner sa chance à Leonard à ce moment-là, alors que pourtant la WBA et la IBF vont refuser de sanctionner le combat et vont dire à Hagler, on te destitue en tant que champion si jamais tu montes sur le ring contre Leonard. Et pourtant Hagler va dire, pas de soucis, je monte sur le ring contre Leonard. Pour comprendre pourquoi est-ce que dans un tel contexte, on a malgré tout le combat qui se fait, l'important c'est d'essayer de comprendre pourquoi Hagler va à ce point-là combattre Leonard. Et pour ça, du coup c'est important pour moi de revenir au début de l'histoire d'Hagler. Hagler c'est un combattant qui naît globalement dans une famille pauvre. Il va naître dans un ghetto, hein, il va avoir des coups de feu, il y a un épisode terrible de son enfance
où il se retrouve à devoir rester accroupi sur le sol pendant 3 jours parce qu'il y a des fusillades dans son quartier. C'est à ce moment-là que sa mère décide de déménager toute la petite famille à Brockton. Et donc Brockton, c'est une petite ville dans le Massachusetts, pas très loin de Boston, qui en vrai est un peu paumée. Alors c'est connu dans la boxe parce qu'il y a Rocky Marciano qui vit là-bas, mais en fait à part Rocky Marciano, c'est un peu inconnu. Et si vous voulez, c'est un peu comme si c'était Colmar, quoi. Donc vous voyez une ville française un peu paumée, dont les gens connaissent le nom, mais globalement c'est paumé. Et il n'y a pas grand chose à faire là-bas. Et encore je dis ça, mais Colmar c'est joli. Brockton, il n'y a vraiment pas grand chose à faire là-bas. Malgré tout, je vais rester sur mon exemple de Colmar. Donc imaginez qu'on a un type qui naît à Colmar, hein, globalement. Enfin il n'est pas là-bas, mais il va vivre là-bas. Là-bas il va commencer la boxe, rentrant dans les petites salles du quartier, et il va donc se lier assez vite d'amitié avec globalement l'entraîneur et le gérant de la salle, qui sont donc 2 frères italiano-américains, les frères Petronelli, Pat et Goody. Et ces 2 gars-là, donc c'était des potes de Rocky Marciano qui devaient un peu gérer cette salle avec eux, parce que Marciano est mort en 70, et donc au final on se retrouve avec 2 gars qui sont en fait incapables, enfin qui peuvent en fait gérer la salle comme il faut, mais qui malheureusement pour eux, n'ont pas disons l'essor médiatique qu'ils pourraient avoir grâce à Marciano, parce que du coup les Petronelli ne sont personne, tandis que Marciano était un nom, et pourtant Hagler va donc décider de se lier avec eux, et il va rester loyal à ces gars-là jusqu'à la fin de sa carrière. Donc il faut s'imaginer qu'on a un type qui va faire toute sa carrière avec littéralement l'entraîneur de la salle de Colmar et le gérant de la salle de Colmar. Donc en termes d'amateurisme, on est à un niveau certain, quand même. Et puis surtout, Hagler, c'est un type qui va rapidement devenir un très bon boxeur amateur. En 73, il va être sacré, donc il va remporter les Golden Gloves, le tournoi national, donc les Golden Gloves des États-Unis. Il va être sacré meilleur boxeur du tournoi, donc on est sur une pente. Il finit sa carrière amateur avec genre 55 victoires et une défaite, donc on est sur un très bon boxeur amateur. Sauf que, comme dit Hagler, tu ne manges pas des trophées, tu ne manges pas des médailles, ça ne nourrit pas ton estomac, et Hagler a besoin de thunes, parce qu'Hagler est un boxeur qui est pauvre. Et c'est triste à dire, hein, mais Hagler n'a pas de thunes. Et donc Hagler se retrouve en fait en 73 devant un dilemme. Est-ce que j'attends 3 ans pour aller aux Jeux Olympiques de 76 ou pas? Ou est-ce que je passe pro? Parce que si vous voulez, les Jeux Olympiques, c'est un tremplin immense pour devenir un excellent boxeur, avoir une carrière qui est directement mise sur des rails. Les meilleurs exemples de ça, c'est justement Sugar Ray Leonard, sur lesquels je vais revenir un petit peu plus tard, mais également, plus récemment, Anthony Joshua. Il a gagné les JO, carrière mise sur des rails, promotion exceptionnelle, il signe avec des gros noms, tout le monde connaît son nom, un gros marketing est fait sur lui. Et ça c'est super parce que ça vous permet d'avoir les meilleurs combats qu'il vous faut à des instants de votre carrière, et ça vous permet d'avoir des forts noms dans les négociations. Donc notamment vous gagnez pas mal de thunes, et si jamais il y a des combats un peu serrés, on peut imaginer que vous allez peut-être être un petit peu avantagé. Voilà, pour les dire comme ça. Parce que vous êtes un nom, vous êtes une marque. Donc forcément, c'est ce qu'aimerait faire Hagler. Il aimerait pouvoir bénéficier de ce chemin doré. Donc, c'est-à-dire attendre 3 ans, se qualifier pour les JO de 76, aller aux JO de 76, remporter la médaille d'or, être reconnu, signer avec un promoteur connu, et puis c'est parti, la carrière est de boxeur professionnel et sur des rails. Le truc, c'est qu'Hagler, en fait, n'a pas vraiment le choix de faire autre chose. Parce qu'Hagler, je vous l'ai dit, n'a pas d'argent. Et donc, Hagler va devoir passer professionnel dans un contexte où, globalement, malgré sa victoire aux Golden Gloves, il est globalement personne. Le grand public ne le connaît pas. Son manager, je le répète, mais c'est Petronelli que personne ne connaît. Et son entraîneur, je le répète, c'est l'entraîneur de la salle de Colmar du coin. Donc, globalement, vraiment, il passe pro dans des conditions assez terribles où, forcément, il va devoir pas mal galérer dans tout le début de sa carrière. Parce que, c'est un peu la rue, quoi, pour Hagler. Et donc, justement, galérer, c'est ce qu'il va faire. Alors, notamment, il est malgré tout obligé de continuer de prendre un job dans la construction au début de sa carrière pro. Donc, on a un type qui est obligé d'aller travailler sur des champs de construction la journée, et le soir, qui va à la salle et qui donne tout ce qu'il a pour faire des combats de temps en temps, où il est payé une misère. Alors, j'ai pas retrouvé exactement les bourses qu'il a reçues dans ses premiers combats, mais je crois qu'on est autour de 20 $. Donc, c'est vraiment une misère. C'est vraiment pas grand-chose pour ce pauvre Marvin. Et en même temps, il est obligé de charbonner, et il n'y a en fait aucun poids dans les négociations. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça veut dire qu'il va commencer comme étant un très bon boxeur. Il va notamment réussir à marquer une très très bonne victoire par décision unanime contre Sugar Ray Fields assez tôt dans sa carrière. Et Sugar Ray Fields, c'est pas n'importe qui, parce que c'est le seul boxeur américain qui a réussi à remporter une médaille d'or au JO de 72. Donc je crois que c'était dans la catégorie des super welter, si je dis pas de bêtises. C'est le seul boxeur de la délégation américaine qui a remporté une médaille d'or au JO de 72. Et c'était vraiment un peu un massacre, ces Jeux de 72 pour les États-Unis, qui n'ont vraiment pas fait une très très bonne performance. On peut même dire qu'ils ont fait une performance qui était très mauvaise. Et donc ce gars-là, qui était le seul type sorti un petit peu connu de ces délégations, va se faire massacrer par Hagler en pro assez tôt dans leur carrière. Le truc, c'est que du coup, Hagler passe de mec inconnu à mec inconnu et dangereux. Parce qu'il vient de massacrer Fields que tout le monde connaît. Et donc, lui qui a aucune force dans les négociations, parce que son manager c'est Petronelli, et il va se retrouver
éviter et à devoir toujours prendre des combats bourbiers. Parce que même si le mec est bon, on va pas lui faire de cadeau, quoi. On sait qu'il est fort et surtout voilà, il n'a aucun poids dans les négos. Donc un début de carrière qui est compliqué pour Hagler. En même temps, comme il ne bénéficie pas de cette aura médiatique et de cette marque de son nom, ça fait qu'il y a pas mal de combats dans lesquels il va avoir des décisions qui n'iront pas dans la faveur d'Hagler et qui sont pourtant vachement discutées. Notamment à ce jeu dans sa carrière, il va avoir une égalité contre Sills. Beaucoup pensent qu'il aurait dû remporter ce combat, j'en ai pas vu d'image, il n'y en a pas d'image. Il va avoir 2 défaites, une contre Bobby Watts et une contre Willie Monroe. Donc Willie The Worm Monroe. Ce qui est terrible dans ce moment-là, c'est que Hagler est obligé d'aller combattre à Philadelphie, qui est connue pour être la ville de boxe par excellence, la plus grande ville de boxe du monde assurément. D'autant plus que c'est à une époque où c'est spécialement Philadelphie la place pour la boxe. Je ne compte pas le nombre excellent de boxeurs de Philadelphie dans les années 70, il y en a Vinci, et encore plus en poids moyen, on retrouve des noms comme Benny Briscoe, Eugene Hart, Willie Monroe, que des noms qu'Hagler va frapper plus tard dans sa carrière, que des noms qu'il va affronter. Donc il y en a plein de boxeurs de Philly. Et Hagler est obligé d'aller à Philly pour les combattre, donc si vous voulez, il va vraiment dans la place de la boxe et il va combattre les gens dans leur arrière-boutique. Et donc de temps en temps, il y a des petits déboires. Par exemple, une défaite à la décision majoritaire contre Bobby Watts, où beaucoup de gens pensent qu'il aurait dû l'emporter. Une égalité contre Sills, où beaucoup de gens pensent qu'il aurait dû l'emporter. Et une défaite contre Monroe, qui est pour le coup une défaite légitime, mais Hagler était malade le jour du combat. Donc encore une fois, ça remet en question cette défaite. Hagler était malade, Hagler n'a pas pu décaler le combat parce qu'aucune force dans les négociations, parce que son manager, je le répète, mais c'est Petronelli, et donc Hagler est obligé de monter sur le ring et se prend une déculottée contre Monroe. Et donc là on est en 76, ça fait 3 ans qu'Hagler est passé pro, et sa carrière commence sérieusement à être sur des freins, à sérieusement freiner. En tout cas elle patauge un petit peu, parce que du coup on a un boxeur qui est talentueux, mais qui a désormais quelques défaites, qui a des galères managériales, et forcément il se retrouve dans des bourbiers, il perd, et puis du coup ça permet aux gens de légitimer encore plus le fait qu'ils n'ont pas envie d'affronter Hagler, qui est malgré tout un combattant dangereux et fort. Et donc il devient un petit peu le mec évité de la catégorie des moyens, et évidemment ça frustre beaucoup Hagler, parce qu'Hagler le sait, il aurait tellement aimé pouvoir aller au JO, remporter la médaille d'or, signer avec un très bon combattant, un très bon promoteur, pardon, et puis avoir sa carrière mise sur des rails. Et ce que d'autant plus terrible, c'est qu'en 76, donc l'année où il perd contre Watts dans une décision, et l'année où il perd contre Monroe parce qu'il était malade, on a justement les Jeux de 76 qui se déroulent, et on a la délégation américaine qui fait un carton, qui remporte 5 médailles d'or sur 8, avec donc, notamment les 2 frères Spinks qui remportent des médailles, notamment Michael Spinks qui remporte la médaille des points moyens, médaille d'or des points moyens, et donc on aurait adoré éventuellement pouvoir avoir un Hagler Spinks pour la qualification des JO, ça aurait pu être fantastique. On retrouve également un mec en mouche dont j'ai oublié le nom, my bad, mais qui remporte l'or aussi. Howard Davis Jr. qui va remporter la médaille d'or et être sacré meilleur boxeur du tournoi devant, en chopant la place d'un Aaron Pryor, parce qu'Aaron Pryor du coup est un boxeur qui est un peu comme Hagler, a pas pu faire les Jeux de 76 cette fois-ci parce qu'il s'est piqué sa place par Howard Davis Jr. sur une décision que beaucoup remettent en question. Et ce qui est terrible, c'est que du coup Aaron Pryor va beaucoup galérer dans sa carrière pro à cause de ça, donc une carrière un peu à la Hagler. Et enfin le dernier boxeur qui remporte une médaille d'or, c'est bien sûr Sugar Ray Leonard, qui va du coup devenir un peu une sorte de némésis pour Hagler, qui va en fait développer une sorte de complexe d'infériorité vis-à-vis de lui, parce qu'en gros Leonard c'est tout ce qu'Hagler aurait voulu être et tout ce qu'Hagler aurait rêvé d'être, la carrière de Leonard. Donc voilà, c'est terrible pour notre pauvre Hagler, qui du coup en 76, alors que Leonard gagne sa médaille d'or, signe avec l'entraîneur de Ali, Angelo Dundee, et à sa carrière qui est mise sur des rails, Hagler lui il galère toujours, et il est toujours remis un petit peu plus loin dans les rankings, à cause de 2 défaites qui sont discutable. Malgré tout, Hagler ne cesse pas abattre, et il va enchaîner 3 ans dans l'instabilité, dans lequel il va continuer d'affronter énormément de très bons boxeurs, notamment Eugene Hart et notamment Benny Briscoe, et dans laquelle il va réaliser une ascension assez fulgurante pour atteindre le numéro 1 spot de la catégorie des moyens. Assez tôt, il avait commencé à appeler les champions du monde des poids moyens pour un combat. Malheureusement, la catégorie des moyens était pas mal en secousse depuis la retraite de Munson. Donc on a eu Valdez qui a chopé les titres, puis il s'est fait battre par Hugo Coro, qui s'est lui-même fait battre par Antonio Fermo. Et à ce moment-là, on a un Hagler qui attend sa place au titre depuis pas mal de temps. Et comme les champions n'arrêtent pas de changer de main et que parfois ils font des revanches, et ça prend du temps. Et Hagler n'a toujours pas sa chance pour le titre mondial. Malgré le fait qu'il continue de scorer des victoires exceptionnelles, donc de marquer les esprits, de conserver sa place de numéro 1 des moyens, d'être en même temps un peu évité parce que vous déteignez bien que personne n'a envie d'affronter le tueur Hagler. Et en parallèle, on a Leonard qui lui fait son petit bonhomme de chemin, mais ça je vous en parlerai plus tard. Tant et si bien que finalement, le 30 novembre 1979, au Caesars Palace, à Las Vegas, on se retrouve avec Hagler qui a enfin sa chance mondiale contre Antonio Fermo. Comble de l'ironie, c'est la même soirée que Sugar Ray Leonard décroche également sa première chance mondiale contre Wilfred Benitez, pour le titre WBC des welter. Et comble de l'ironie, Hagler est placé en sous-carte de Leonard. Ça en rajoute encore un petit peu sur le complexe d'infériorité que pouvait avoir Hagler par rapport à Leonard. Enfin bon,
Heureusement, Léonard donc, lui, va décrocher son titre par un TKO au 15e contre Benitez, donc dans le main event. Quant à Hagler, lui, il va encore une fois se faire voler. Il va décrocher une égalité contre Antuofermo Fermo, ce qui veut dire qu'Antuofermo Fermo remporte son titre. Et cette égalité, elle est dure pour Hagler, parce que ce qu'on va lui dire, donc, globalement, la physionomie du combat, Hagler domine, il remporte la majorité des rounds, il arrive dans le 13e et il ralentit un petit peu en régime. Il ralentit en régime à la fois parce qu'il sent qu'il est devant au niveau des cartes et qu'il pense qu'il va pouvoir gagner au point, et à la fois parce qu'il est un petit peu fatigué, qu'on se rende pas. 13 rounds, ça commence à accuser le coup. On a donc un Antuofermo Fermo qui fait 3 derniers rounds plutôt très bons, qui les remporte, et finalement il se retrouve devant au point, enfin devant au point pas vraiment, parce que ça finit en égalité. Malgré tout, et malgré la baisse de régime de Hagler dans les 3 derniers rounds, beaucoup de gens pensent que Hagler méritait la victoire. Et donc il a été volé. Et donc ce qui est terrible, c'est qu'on va déjà dire à Hagler que c'est un combattant qui n'a pas de cardio et qu'il n'est pas fait pour affronter des gens pendant 15 rounds. Ce qui est terrible, surtout quand on sait que par la suite Hagler sera réputé pour être un combattant avec une sorte de tonk qui ne s'arrête jamais et une sorte de réservoir infini. Et ce qui est d'autant plus terrible, c'est qu'on va dire à Hagler, ok, t'as peut-être fait un truc bien contre Antuofermo Fermo. Parce que tu l'as battu, mais tu l'as pas vaincu. Je sais pas si vous voyez la nuance entre les deux. Ok, t'as battu Antuofermo Fermo. Mais Antuofermo Fermo, c'est un champion, faut pas le battre, faut le vaincre. Faut mériter de lui piquer ses ceintures, faut mériter de lui prendre ses titres, faut mériter de lui arracher ses ceintures à Antuofermo Fermo. Et ça, c'est un truc qui va rester beaucoup dans l'esprit d'Hagler. Un champion, faut pas le battre, il faut le vaincre. Un petit peu une sorte de pensée old school qu'on pouvait retrouver tard à l'époque, quand dans les années 20, de temps en temps, voire même les années 10, de temps en temps, il y avait des championnats du monde où pour battre le champion, il fallait le mettre KO. C'était le titre est seulement gagnable si le challenger met KO le champion. Donc il avait beau lui mettre une raclée pendant 20 rounds, si le mec restait debout, il repartait avec le titre. Vous voyez un peu cette idée. Pour vaincre le champion, pour piquer ses titres, il faut le battre. Il faut le vaincre, pardon, il ne faut pas le battre. C'est la mentalité que va avoir Hagler. En attendant, Sugar Léonard, lui, est champion. Ce qui, bien sûr, ajoute toujours un petit peu d'huile sur le feu entre Hagler et Léonard. Dans l'année suivante, Hagler va donc passer en mode Terminator. Il va tout détruire. Il va KO1 Sugar Ray Seales. Il va détruire Bobby Watts pour enfin prendre sa revanche. J'avais oublié de le dire, mais il a également battu 2 fois Willie Worm Monroe pendant les années passées. Il avait battu Benny Briscoe, qui avait donné 2 combats très difficiles, dont un potentiellement une victoire volée contre Munson. Donc il a fait un énorme run. Il continue de confirmer en 80 jusqu'à pouvoir finalement avoir sa 2e revanche mondiale contre Alan Minter. Parce qu'évidemment, alors que tout le monde aurait attendu une revanche entre Marvin Hagler et Antuofermo Fermo après un combat serré, Antuofermo Fermo lui a plutôt décidé d'affronter le champion européen Alan Minter, l'anglais Alan Minter. Encore une fois, si jamais Hagler avait une force de décision un petit peu plus forte dans son coin, Hagler aurait probablement pu obtenir la revanche plus tôt, notamment s'il avait un meilleur manager. Mais écoutez, que voulez-vous, Hagler a choisi de rester fidèle au frère Petronelli jusqu'à la fin. Tant pis pour Hagler. En parallèle, donc on a Antuofermo Fermo qui va perdre son titre contre Minter. Et donc finalement, Minter et Hagler qui vont se retrouver. Cette fois-ci, Hagler est déterminé, donc ça se trouve en 80. Évidemment, chez Minter, vous vous doutez bien, chez lui, en Angleterre. Hagler lui est déterminé. Cette fois-ci, il va pas laisser Minter sortir debout de ce combat. Il va lui prendre le titre par KO. Et du coup, Hagler, qui est d'habitude plutôt un diesel, plutôt un mec qui aime bien rentrer lentement dans ses combats, cette fois-ci, il va avoir une approche extrêmement offensive immédiatement. Et il va très très fortement marquer Minter. Minter qui, à sa décharge, n'aura pas fait un combat extrêmement malin, parce qu'il aurait beaucoup mieux fait de ne pas aller à la bagarre avec Hagler, qui avait toutes les chances de remporter ce combat à la bagarre. Malgré tout, c'est ce qu'il va décider de faire, un peu pris dans son élan de fierté. Il va se faire très largement marquer au niveau du visage, il va prendre beaucoup de coups, il va commencer à saigner de manière extrêmement abondante, et finalement le combat va s'arrêter sur coupure, donc par TKO au 3e round, la coupure de Minter étant trop intense. Après, honnêtement, vu tous les coups qu'il prenait, je pense que de toute façon le combat aurait été stoppé dans pas longtemps, probablement par KO d'Hagler. Et vu son menton, ça m'étonnerait que Minter, malgré sa force de frappe, aurait eu suffisamment dans les bras pour être capable de mettre à terre Hagler. Dans tous les cas, c'est donc enfin l'heure de gloire pour Hagler qui récupère le titre de champion incontesté des poids moyens, enfin, 1 an après être finalement le champion sans couronne, et peut-être même encore plus après avoir été un champion, finalement qui n'avait pas eu de chance pour affronter le vrai champion, quoi. Et pourtant, les galères ne s'arrêtent pas pour Hagler, qui a envie de célébrer son sacre de champion. Pour lui, c'est important, ce moment où le champion, enfin, le challenger triomphe du champion, souvent sur le ring, où il est là, on lui remet les ceintures, il est au micro, il peut exprimer un petit peu ses sentiments devant tout le monde, c'est un truc important. Parce que c'est un sacre. Quand vous êtes sacré roi, il y a une cérémonie qui vous fait passer de simple challenger à roi. Enfin, du coup, pour le roi, de simple humain à roi. Et pour Hagler, il a besoin de cette cérémonie qui fait passer de simple boxeur à champion du monde. Et cette cérémonie va en être privée parce que les Anglais, qui étaient à l'époque très hooligans, vont se mettre à envoyer n'importe quel projectile sur Hagler, notamment des bouteilles, notamment des objets en tout genre. Et en fait, on le voit sur les images, c'est extrêmement choquant comme image. On voit un Hagler qui, au moment où Minter se fait arrêter, se met à genoux, commence à prier et commence à vouloir entamer son sacre pour devenir champion, incarner le champion. Et pourtant, les Anglais ne laisseront pas Hagler réaliser ce sacre. Et Hagler sera obligé d'être évacué sous une chaise pour éviter de se faire taper par les Anglais. C'est terrible et ça fait que ça va ne faire que renforcer tout le sentiment de non-acceptation qu'Hagler va avoir durant toute sa carrière de champion.
Parce qu'avec le recul, Hagler, c'est un champion qui est très apprécié. Tout le monde aime Hagler. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, Hagler est considéré comme étant un champion mauvais, illégitime, qui combat des boxeurs qui sont vraiment de seconde zone, qui finalement domine une catégorie qui est assez faible et qui n'a pas les couilles d'affronter des combattants qui sont dans des catégories plus élevées, qui sont intéressantes. Il se passait des choses en mi-lourd avec Spence, avec Dwight Mohamed Kouri, avec Mustafa Mohamed, et en même temps il se passait plein de choses en bas en welter, en super welter, et Hagler lui était un petit peu solo sur son île en moyen. Et c'est un type qui va avoir beaucoup de temps avant d'avoir l'appréciation du public, notamment parce que il s'est construit aucune image de marque parce qu'il restait avec les Petronelli pendant extrêmement longtemps, en fait jusqu'à la fin de sa carrière. Et le fait qu'il n'ait pas pu avoir sa sac de champion va faire que renforcer son sentiment de non-compréhension et de non-reconnaissance qu'il a envers le public. Et c'est vraiment important de marquer que cette non-reconnaissance du public, il l'a gardé pendant très longtemps, en fait jusqu'en 85, jusqu'à son combat contre Ernst. Jusqu'à présent, du coup, donc Hagler lui va avoir un run de champion qui va être vraiment exemplaire. C'est quelque chose que pareil on a tendance à oublier, mais ça va être un champion exemplaire Hagler. Il va défendre son titre extrêmement souvent contre à chaque fois le challenger classé numéro 1, et il veut tellement être le champion parfait que si vous voulez c'est un stade où, alors déjà il met KO tout le monde, parce que pour Hagler quand tu es champion tu dois mettre KO le mec en face, et notamment parce qu'il a pas envie de retourner à une décision et de se faire piquer son titre, c'est que Hagler ne veut pas, et c'est un stade où quand la IBF se déclare que la IBF se monte, alors je crois que c'est en 83, donc on a une nouvelle fédération qui arrive, une nouvelle ceinture, et à l'époque la WBC et la WBA ne veulent pas trop que la IBF se fasse reconnaître. Et donc leur objectif, c'est de ne pas permettre à des boxeurs champions WBC ou WBA d'unifier avec des boxeurs champions IBF. Justement, ils veulent pas de champions unifiés, parce que ça donnerait de la légitimité à la ceinture IBF. Et donc pourtant, quand la ceinture IBF sort, Hagler dit je la veux. Je la veux parce que c'est une ceinture de champion du monde, et je refuse qu'il y ait deux rois installés sur le trône des moyens. Et du coup c'est un point où Hagler va donc affronter Wilfried Simpson pour cette ceinture IBF, et dans ce combat-là, la WBC et la WBA se retirent. Et il dit ça à Hagler, si tu perds le combat, déjà tu n'es plus champion de rien. Si tu le gagnes, tu seras champion IBF. Et c'est pas dit qu'on te laisse ton titre WBC et WBA. Hagler dit casse la tienne, de toute manière je veux ce titre IBF. Et si jamais on m'enlève la WBC et la WBA, j'irai les reconquérir. Hagler massacre Simpson en 4 rounds. Et il va du coup remporter le titre IBF. Et sa performance est si impressionnante qu'il sera conservé en tant que champion par la WBC et la WBA, qui ne peut se permettre de reconnaître un autre challenger pour le titre. Hagler donc maintient sa dominance WBC, WBA, IBF. Et c'est le premier boxeur qui va venir unifier les trois ceintures. Et Michael Spinks va le faire aussi, Tyson va le faire un petit peu plus tard, mais Spinks va le faire puis va assez vite monter en poids lourd, en poids lourd pardon. Et donc c'est vrai que pendant très longtemps, Hagler restera le seul champion à vraiment défendre de manière régulière ces trois titres, WBC, WBA, IBF. Et bien sûr The Ring. Quand je vous dis qu'Hagler est un champion, c'est un champion, par définition. En même temps, quand je vous dis que l'opinion publique est extrêmement dure avec Hagler, par exemple, il y a beaucoup de combats où on va dire non mais en fait la catégorie de moyens était mauvais. Il y a beaucoup de combats où il va faire des beaux combats, affronter des bons adversaires, et on va se contenter de dire que non mais l'adversaire qu'il affronte est mauvais. Si vous voulez, ce qui est vraiment exceptionnel, c'est par exemple quand il affronte Duran, où à la fin du 13e round, Duran est devant au point contre Hagler. Duran est devant, alors ce combat est très particulier, je pourrais en parler aussi beaucoup, c'est un combat qui est un peu oublié, et pourtant qui est vachement sympa dans la manière dont il se fait, qui est très étonnant, en fait on s'attendrait à un Hagler qui outbox et un Duran qui outbrawl, en fait on se retrouve avec l'inverse. Bref, c'est très particulier, je pourrais en parler un peu plus tard dans une autre émission si vous voulez. Mais en tout cas, sur le moment, à ce moment-là, donc on a Hagler qui est en retard sur l'écart des juges à la fin du 13e, qui arrive à marquer cette fois-ci les 14 et les 15e pour gagner une décision unanime, mais vraiment au fil, et vraiment, une décision qui est très serrée, quoi. À un round de près, finalement, il gagne la décision. Et à l'époque, on dit à Hagler, bah voilà, c'est bien la preuve que t'es un champion qui est pas fou, parce qu'on a Duran qui vient des légers, qui est un moyen très médiocre, et il t'a donné un combat ultra compliqué. C'est bien la preuve que tu domines une catégorie qui est extrêmement faible, parce que dès qu'on a un boxeur un peu compétent et pourtant plus léger qui vient te voir, bah il te donne un combat extrêmement dur. Ce qui est évidemment terrible, parce que pour avoir regardé le combat, Duran fait un bon combat, mais de là le donner en avance au 13e, bon, c'était pas ça que j'avais sur ma carte, quoi. Donc malgré tout, les juges ont été durs envers Hagler. Et surtout, on voit que la seule fois où Hagler s'est laissé aller jusqu'au juge, bah, on a failli le voler pour une 4e fois de suite. Donc, compliqué pour Hagler. Malgré tout, Hagler garde ses titres à ce moment-là. Et surtout que c'est une victoire qui va vraiment bien évoluer, il va bien vieillir. Parce qu'en fait, on saura que Duran était un point moyen qu'il n'avait encore dans le slip, notamment parce qu'il va venir chercher Aaron Barkley en 89. Aaron Barkley qui vient de étaler sur le sol Thomas Ernst, et il va réussir à mettre à terre Aaron Barkley et à gagner une décision contre lui pour remporter le championnat WBC des moyens en 89. Donc c'est-à-dire 5 ans après avoir battu, je sais plus si c'est 84 ou 84, donc 5 à 6 ans après avoir donné une décision à Hagler. Donc en fait, avec le recul, on le sait que Duran c'est un point moyen qui n'est pas si mauvais. Mais sur le moment, on va venir refuser à Hagler le fait d'avoir fait un bon combat contre un bon adversaire.
Si vous voulez, ce bashing d'Hagler va si loin qu'on refuse de l'appeler par son surnom Marvelous durant ses combats. Et donc notamment, il va devoir changer son nom légalement pour qu'enfin on puisse l'appeler Marvelous Marvin Hagler devant ses combats. Donc on est à ce stade-là. L'évolution d'Hagler va beaucoup, la perception qu'Hagler a, enfin que le public d'Hagler va beaucoup changer en 85 lorsqu'il va venir faire ce excellentissime combat contre Thomas Hearns, donc le 15 avril 1985. C'est là que beaucoup de choses vont changer pour les médias et que Hagler va commencer à devenir un personnage apprécié du public. Mais il aura fallu 85, c'est-à-dire 5 années en tant que champion et 12 années en tant que boxeur pour qu'Hagler commence enfin à être reconnu, dont 7 ans après, vont avoir passé 7 ans dans l'incognito total sans être champion. Et surtout, ce qui est encore plus terrible, c'est que du coup, ce qu'Hagler avait besoin en tant que champion, c'était justement que des noms des catégories inférieures viennent l'affronter. Hagler, lui, ne veut pas abandonner ses titres des moyens, et puisqu'apparemment la catégorie des moyens est faible, il faut que des gens qualifiés des welter ou des super welter viennent le combattre. C'est ce que fait Duran, et pourtant en fait on lui dit que Duran était à chier, et c'est ce que va finir par faire Hearns, c'est ce qui va finir par permettre à Hagler de gagner une certaine reconnaissance, c'est justement d'avoir battu Hearns avec la manière, alors qu'Hearns était considéré comme la terreur des welter et des super welter. Mais il y a un autre boxeur, des welter et des super welter, qui aurait pu venir faire un petit coucou à Hagler, et qui aurait pu permettre à Hagler de renforcer un petit peu la légitimité qu'il avait aux yeux du public. Ce boxeur, c'est Sugar Ray Leonard. Et pourtant, Leonard, lui, ne va jamais l'affronter à Hagler. Hagler va vouloir ce combat contre Leonard beaucoup, de manière affichée, et Leonard va en jouer. Très souvent, il va parler de monter affronter Hagler, finalement, il va jamais le faire, et ça va évidemment beaucoup frustrer Hagler. Après, Leonard n'a pas fait ça qu'avec Hagler, Leonard savait que c'était la star, c'était la coqueluche, c'était le mec que tout le monde voulait. Il va aussi le faire avec Pryor, où il va beaucoup hyper un combat avec Pryor qui finalement n'arrivera pas, notamment parce qu'il va se retirer des rings, sinon pour le coup le combat avec Pryor serait arrivé. Mais dans tous les cas, Hagler, lui, va également, on va dire, être un petit peu souffrir, bien finalement, de l'indécision de Leonard pour aller l'affronter. Et donc on comprend évidemment que ça continue de creuser un petit peu le complexe d'infériorité que peut avoir Hagler par rapport à Leonard. Et cette frustration qu'il peut avoir vis-à-vis de la carrière de son rival. Mais finalement, si vous voulez, c'est une frustration qui presque prend fin en 82-83 quand Leonard se retire des rings. Surtout qu'en 84, Leonard fait un retour qui est désastreux, je vais revenir dessus. Donc si vous voulez, Hagler semble être passé au-delà de tout ça. Et puis en 86, on a un Leonard qui commente en ringside le combat entre Hagler et Mugabi. Mugabi qui était une terreur à l'époque. Alors je crois que c'est 24 ou un peu plus, mais en gros, je crois qu'il y avait 28. 28 combats, 28 victoires, 28 KO. C'était une terreur. Il va affronter Hagler, il va lui donner un combat extrêmement difficile qu'Hagler remporte et qui montre encore une fois que c'est un point moyen qui est exceptionnel. Et Leonard ringside dit devant tout le monde et au micro, cet Hagler-là, je peux le battre. Alors qu'on rappelle que Leonard, ça fait globalement 4 ans qu'il est en dehors des rings et il est revenu une seule fois depuis 4 ans pour faire un combat médiocre. Donc là, c'est la provocation de trop pour Hagler, qui dit, si tu penses que tu peux me battre, vas-y, viens, on s'affronte et on gagne. Et Leonard, lui, justement, va regarder Hagler et va dire, tu sais quoi, je pense que je peux le battre. Et de manière un peu folle, il va organiser un comeback. On comprend donc qu'Hagler, à ce moment-là, c'est presque la provocation de trop, la provocation de Leonard. Et donc, puisque tu veux qu'on règle ça sur le ring, viens, on règle ça sur le ring, on s'affronte et voyons qui est le meilleur. Hagler, évidemment, persuadé qu'il va détruire Leonard, et vient dans l'optique de détruire Leonard. C'est comme ça que, dans cette optique-là, vient Hagler. Parce que c'est pour lui l'occasion de rabattre le clapet de Leonard et de montrer à tout le monde que pendant des années, c'était un champion qui a été extrêmement sous-coté et enfin d'être capable de gagner la reconnaissance du public. C'est ce que veut Hagler. Et donc forcément, le combat va s'organiser. Malgré le fait que du coup la WBA et la IBF vont décider de strip Hagler de ses ceintures, donc pour lui retirer ses ceintures, parce que Leonard n'était pas considéré comme étant un challenger suffisamment bon. Bon, vu le nombre de combats qu'Hagler a fait contre des très bons challengers, est-ce que c'est vraiment sympa de lui retirer sa ceinture maintenant? Voilà, maintenant étant donné qu'il y avait une très bonne génération de moyens qui arrivait, notamment avec Calambe, avec Michael Nunn, pourquoi pas lui retirer, ça c'était également cool de faire profiter les autres. Enfin bon, dans tous les cas, ce combat va avoir lieu, mais surtout, du coup on peut se demander pourquoi est-ce que Leonard veut ce combat? Est-ce que Leonard veut l'argent? En fait, pas vraiment. L'histoire de pourquoi Leonard veut ce combat, elle est un peu plus courte, mais elle est également importante à raconter. Elle est un peu plus courte parce qu'on voit qu'Hagler a un rapport particulier à Leonard, là où Leonard n'a pas de rapport particulier avec Hagler. Ce que cherche Leonard, en fait, c'est pas forcément l'argent. Ce que cherche Leonard, c'est à combattre. Leonard, en termes de background, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un type qui est né dans une famille où il avait un grand frère qui fait de la boxe, et c'est d'ailleurs ce grand frère qui va l'initier à la boxe, mais surtout c'est un enfant qui est timide, qui est assez renfermé, assez introverti. Il va typiquement passer une bonne partie de son enfance à lire des BD, à jouer avec son chien chez lui, donc on n'est pas sur le gars extraverti, et voilà. Et c'est son grand frère qui va l'amener dans une salle de boxe, il va découvrir qu'il a un talent, et il va se découvrir comme un boxeur charismatique, et évidemment très doué. C'est dans cette salle de boxe qu'il va commencer à être reconnu pour la première fois, et la boxe va lui apporter beaucoup. Il va notamment aller au JO 76, où il a gagné la médaille d'or, je vous fais pas l'histoire. Malheureusement pour notre bon vieil ami Léonard, il va subir un truc terrible dans ces JO 76, il va subir des agressions sexuelles de la part de son coach. Alors je crois que c'est le coach, c'est potentiellement, en tout cas c'est un membre de l'équipe de la délégation des JO 76, je crois que c'est le coach, c'est peut-être un entraîneur, c'est peut-être un manager, enfin voilà, non, je crois que c'est le coach. Ça va profondément détruire Léonard, détruire son ego, et même si finalement ce traumatisme vient in fine de la boxe, parce que c'est bel et bien le fait qu'il soit pris au JO qui va lui faire subir ce cauchemar,
c'est finalement assez paradoxalement également la boxe qui va l'aider à tenir. Parce que quand Léonard est sur un ring, Léonard c'est plus le petit Léonard faible qui subit des attouchements dans les vestiaires. C'est le Léonard hyper fort qui tabasse des bouches devant l'américaine entière. Il faut savoir que Léonard a une sorte de personnalité d'alter ego qui va venir invoquer sur le ring et qu'il appelle le Street Fighter, le combattant de rue. Et le fait de pouvoir se transformer en ce combattant de rue et montrer devant la terre entière quel combattant exceptionnel il est, de quel bois il se chauffe, c'est quelque chose qui va lui donner énormément de courage et qui va lui permettre énormément d'avancer dans la vie. Et c'est un truc qui va servir à Léonard pendant des années pour combattre ses démons. Parce que Léonard a un mental exceptionnel et montrer au monde entier le mental qu'il a, ça l'aide à avancer devant ce traumatisme qu'il a pu subir dans la délégation en 1976 aux Jeux Olympiques. Tant et si bien, et en fait c'est ce qui va faire toute sa carrière à Léonard. Il va se faire défoncer par Duran à Montréal, chez lui, là où il a gagné la médaille d'or. Pas de souci. 6 mois plus tard, il reprend Duran et il met une fessée déculottée à Duran telle que c'est encore connu pour être l'une des pires humiliations de l'histoire de la boxe, le fameux No Mas Fight. Et du coup, il va voler le titre de combattant de l'année à Duran cette année-là. L'année d'après, il affronte Thomas Ernst pour l'unification. Il se fait détruire par Ernst à la boxe, alors que c'est là qu'il est censé être le meilleur. Donc il se fait outbox par Ernst. Il a son œil qui est dans un état pitoyable. Et pourtant, il arrive à faire un comeback de l'enfer et à toucher très durement Ernst au 13e pour finalement arriver à le stopper au 14e. Léonard montre toute sa carrière qu'il a un mental d'acier. Et pourtant, en 82, Léonard est obligé de se retirer des rings. Il est obligé de se retirer des rings parce que le jab de Ernst était si bon qu'il a créé un décollement de la rétine sur l'œil de Léonard. L'œil de Léonard qui a mangé le jab de Ernst toute la soirée. Ce décollement de la rétine pousse donc Léonard à se retirer des rings. Et ça, c'est catastrophique. Parce que Léonard, ce qui lui permet de tenir par rapport à tous ces démons d'il y a 6 ans, c'est la boxe. Et si vous enlevez la boxe à Léonard, bah il a plus rien. Et je dis que c'est monter sur le ring, mais il n'y a pas que ça. Juste s'entraîner, juste se donner corps et âme dans un truc. Ça aide à Léonard à repousser au fond de son esprit ses souvenirs et ses traumatismes dont il ne veut pas entendre parler. Malheureusement, perdre la boxe dans sa vie, ça veut dire permettre à ses démons de reprendre sa place dans la vie de Léonard. C'est quelque chose d'impardonnable. Léonard va donc faire ce qu'il peut pour essayer d'éviter tout ça. Essentiellement, il va tomber dans l'alcool, il va beaucoup boire. Il va également tomber, puisqu'on est dans les années 80, dans une petite drogue blanche qui se sniffe. Je sais pas si j'ai le droit d'en dire son nom sur YouTube. Qui va faire des ravages aux États-Unis dans les années 80. Léonard va tomber dedans. Et en fait, Léonard se rend bien compte que ça, c'est pas possible. Il va se mettre à être violent. Je crois même qu'il va se mettre à battre sa femme à des moments. Bref, on est sur un Léonard qui est au fond du trou. Il va essayer de reprendre la boxe en 84. Il va faire un retour sur ring. Retour désastreux. Je vous en ai déjà parlé. Il va malgré tout gagner le combat par KO, mais il va aller au tapis. Bref, le combat est désastreux. Léonard repart dans sa retraite. Mais Léonard a besoin de faire un retour. Il en a besoin. Parce qu'il sait que sans la boxe, il va continuer de plonger. Et il voit dans ce combat pour Hagler l'occasion de pouvoir organiser son comeback. Et donc finalement, c'est ça, le combat d'Hagler contre Léonard. C'est un combat pour Hagler qui va lui permettre de terrasser finalement le modèle, le fantôme de ce qu'il aurait voulu être, mais de ce qu'il n'a jamais pu être. C'est pour Hagler l'occasion de montrer que ce choix de passer professionnel en 73, c'est-à-dire le choix de toute sa carrière de boxeur, le choix de toute sa vie, était le bon choix. Et de montrer qu'il est capable de prendre la revanche et de triompher de la version de lui qui aurait eu assez d'argent pour attendre 76, aller au Chio, gagner l'or, devenir champion, avoir sa carrière sur un chemin doré, avoir la reconnaissance du public. Pour Hagler, c'est l'occasion de montrer qu'il a fait le bon choix en 73. C'est ça c'est ça les enjeux pour Hagler d'une victoire contre Léonard. Quant à Léonard, son enjeu, il est tout autre. Son enjeu, il est également très personnel. C'est de montrer qu'il est capable, une fois encore, de remettre les démons, ses démons propres, un peu plus à l'arrière de son cerveau, un peu plus à l'arrière de sa conscience, et de lui montrer à lui-même, une fois de plus, qu'il est capable de faire encore faire preuve de force pour combattre ses démons et ses traumatismes. On a donc dans les deux cas un combat à fort enjeu, que ce soit pour Hagler ou pour Léonard, parce que ces deux combats peuvent bel et bien décider du destin des deux combattants. Les négociations vont bel et bien montrer tout ce que je suis en train de dire là. Hagler va faire en sorte, Léonard plutôt va faire en sorte de pas forcément gagner tant d'argent que ça. Il va gagner que 12 millions, là où Hagler en gagnera 20 000. Mais en échange des grosses bourses déversées à Hagler, Léonard va pouvoir imposer toutes ces conditions. Essentiellement, il va imposer un combat en 12 rounds, 15 ayant plutôt été favorable à Hagler. Parce que 15 rounds aurait permis à Hagler, qui est plus en forme, d'avoir un coup de boost supérieur sur la fin du combat. Alors, en réalité, cet avantage est maigre, parce que c'est déjà plusieurs combats que Hagler fait des combats en 12 rounds et pas en 15. Notamment contre Mugabi et contre Ernst, on a tendance à l'oublier parce que le 12e round, la cloche du 12e round n'a jamais sonné dans ces deux combats, mais c'était bel et bien des combats en 12 rounds. Et il va également décider de combattre sur un ring un peu plus grand qu'à l'accoutumée, ce qui encore une fois intéresse Léonard, qui est avantage Léonard qui est un boxeur un petit peu plus mobile, et désavantage Hagler qui est un boxeur un peu plus trapu, un peu plus ancré. Et ça, il va également décider de combattre avec des gants plus lourds, ce qui est encore une fois avantage Léonard, qui est un frappeur moindre qu'Hagler, et surtout que Hagler est connu pour avoir l'un des meilleurs montants de l'histoire. Donc on se doute que Léonard, de toute manière, n'allait pas KO Hagler. Hagler, en échange, n'a qu'un seul petit souhait, c'est de virer un juge anglais qui était censé juger le combat.
Pourquoi? Parce qu'il a peur que les Anglais aient toujours une dent contre lui pour avoir battu Minter. Et il se dit, ce juge anglais va me défavoriser, il risque d'avantager Léonard, je ne veux pas qu'il avantage Léonard, donc il vire le juge anglais. Et en échange, il a également 20 millions de $, là où Léonard n'en a que 12. Le combat va donc se faire, c'est évidemment une des affiches qui est très attendue. Comme je vous ai dit, c'est donc l'occasion pour Léonard de montrer qu'il a encore suffisamment en lui de quoi combattre ses démons. Et c'est l'occasion pour Hagler de montrer qu'il a en lui de quoi battre son passé. Et surtout le Hagler qu'il n'a jamais été mais qu'il aurait voulu être. Et donc de montrer qu'il a finalement fait le bon choix, malgré le fait qu'il ait été forcé à passer pro en 73. Ce combat a donc lieu, et ce combat tout pourrait être extrêmement frustrant. Si vous voulez, si on avait eu une victoire nette de l'un des deux, si on avait eu un KO, si on avait eu une raclée, on aurait pu se dire, on va écouter. Léonard n'était pas assez bon. Après tout, ne pas venir sur ring pendant 3 ans, et sur 5 ans, ne venir sur ring une fois pour faire une performance désastreuse, se pointer devant probablement le meilleur boxeur par pound de l'époque, et réussir à le battre, c'était trop. Léonard perdrait, ce serait logique, Hagler aurait enfin la revanche qu'il veut, l'histoire serait bien. Ou alors, Léonard qui fait un comeback, et qui fait une victoire exceptionnelle contre Hagler, ce serait également super. Parce que ça voudrait dire que du coup, on aurait un Léonard qui fait l'un des meilleurs comebacks de l'histoire de la boxe, il y a 5 ans hors des rings, excepté un combat médiocre, pour revenir contre le meilleur boxeur de l'époque et réussir à le mettre dans le vent, le gagner, le faire tourner, ce serait exceptionnel. Et donc on aurait à la fois le meilleur comeback de l'histoire de la boxe et un dénouement extrêmement positif pour Léonard qui montrerait qu'il est capable, et bien encore une fois, de combattre tous ses démons et tous ses soucis. Finalement, si vous voulez, ces deux enjeux sont acceptables. Et c'est ça la boxe. C'est de voir des gens qui ont des choses à prouver et de voir un gagnant, de voir un perdant. C'est ça qu'on veut voir en boxe. Et c'est pas ce qu'on verra ce soir-là. Parce que ce combat va être extrêmement serré, mais d'une manière qui en plus est extrêmement terrible, si vous voulez. Parce que ce combat, c'est deux boxeurs qui à chaque round ont une boxe diamétralement opposée. Un Hagler qui fonce, qui veut chercher le KO, un Léonard qui danse. Et là où c'est terrible, c'est donc qu'on a chaque round quasiment qui pourrait être donné soit à Hagler, soit à Léonard. Il y a peu de rounds de net. Si vous voulez, la plupart des combats serrés, et c'est ça qui fait que ce combat est extrêmement dur à juger, la plupart des combats serrés, on a 5 rounds de net pour un boxeur, 5 rounds de net pour un autre, et 2 rounds, ça dépend. Et donc au final, certains voient 6-6, certains voient 7-5. La plupart des combats serrés, c'est ça. Hagler et Léonard, c'est différent. Certaines cartes peuvent vous donner, j'exagère, 10 rounds d'Hagler, 2 rounds de Léonard, et certaines cartes vous donneront 10 rounds de Léonard, 2 rounds d'Hagler. Et les deux cartes peuvent se valoir, c'est ça qui est terrible. Alors je dis ça en réalité, ce serait... En fait, c'est plus ou moins ce qui va se passer. Il y a un juge qui va avoir 10 rounds de Léonard, 2 rounds d'Hagler, et ça va faire scandale, à juste titre. Le combat est plus serré que ça. Mais vous voyez un peu l'idée. Chaque round est individuellement très dur à juger. Globalement, les deux donc, vont avoir une stratégie très opposée, comme je vous l'ai dit. Léonard va clairement remporter les 2 premières reprises, parce qu'Hagler va boxer en gaucher, il va boxer en droitier, pardon, l'inverse, il va boxer en droitier au lieu de boxer en gaucher, alors qu'en vrai, il boxe en gaucher d'habitude. L'objectif c'était de perturber Léonard, mais finalement ça va surtout perturber Hagler qui va perdre les 2 premières reprises. Ensuite, Hagler va beaucoup plus rentrer dans son combat, mais Léonard va réussir un peu à voler des rounds, notamment en étant très actif à la fin. Et c'est qu'il y a pas mal de rounds où il fait rien pendant 2 minutes 30, et à la fin, il envoie des coups, il envoie des combinaisons, et on est tenté de lui donner le round. Il y a également au 4e où il rentre un magnifique bolo punch hyper impressionnant, où vraiment il tournoie son poing en plein milieu du ring, puis il avance, il le rentre dans Hagler. Hagler qui décide de le contrer, de simplement parer le coup en rentrant en tortue dans sa carapace. Et alors que Léonard est en train de perdre pied à ce moment-là, la foule regagne tout son intérêt pour Léonard et rentre en délire. Et je pense même que certains lui donnent le round juste pour ce coup-là. Et si vous voulez, Léonard va réussir à faire forte impression sans vraiment faire mal à Hagler. Il y a plein de moments dans le combat où Léonard est de haut corde et Léonard arrive à mettre dans le vent Hagler et puis à s'en aller. Et ça, un peu comme un taureau qui mettrait dans le vent, le matador qui mettrait dans le vent un taureau. Donc ça fait impression. Il y a des moments où Hagler a réussi à coincer Léonard dans les cordes, Léonard commence à envoyer plein de coups et il arrive à faire reculer Hagler. Il le touche pas, il fait pas mal. Tout part dans les gants et le peu qui part, ça part sur le crâne d'Hagler, ça le touche pas. Mais malgré tout, Hagler recule et donc les gens rentrent en délire, la foule est en délire, Léonard est en train de faire reculer Hagler. Finalement, le combat c'est ça. C'est Hagler qui lui a un combat extrêmement sérieux, mais presque un combat qui est peut-être trop ennuyant finalement. C'est juste j'avance, je frappe, je me fais mettre dans le vent, j'avance, je frappe, je me fais faire reculer par une combinaison qui n'affecte pas. Et c'est presque ça le combat. Finalement, Léonard va très peu toucher Hagler réellement. Et Hagler en fait sort du combat, la face immaculée, il n'est pas touché. Et honnêtement, il pourrait faire 12 rounds de plus. C'est un peu l'inverse pour Léonard qui sort du combat complètement épuisé. Et honnêtement, un 13e round aurait probablement été fatal pour Léonard. Il aurait probablement été mis KO à ce round-là. Malgré tout, et c'est ça qui est terrible, c'est que la boxe ça se juge round par round. Et donc même si à la fin du 12e, vous avez un combattant qui pourrait en faire 12 de plus et que l'autre qui est au bord du KO, et bah si jamais par hasard celui qui est au bord du KO a réussi à remporter cette reprise, c'est lui qui remporte le combat. C'est ça la tragédie de la boxe. Et devinez quoi, les scores des juges sont annoncés. Il y a un juge qui voit 7 rounds Hagler, 5 Léonard, un juge qui voit 7 rounds Léonard, 5 Hagler, et un juge qui voit 10 rounds Léonard, 2 Hagler. C'est ridicule ce scoring, même si je vous ai dit qu'il y a énormément de rounds de serré, c'est techniquement une carte qui pourrait être envisagée. Maintenant c'est ridicule à quel point la carte est biaisée pour Léonard.
Léonard du coup remporte le combat, vous comprenez. C'est exceptionnel pour Léonard qui réalise le plus gros comeback de la boxe, qui va derrière continuer dans son comeback en continuant d'aller chercher des très beaux combats contre Denis Lalande, contre Thomas Hearns, jusqu'à faire peut-être les combats de trop contre Camacho et Terry Norris. Mais malgré tout, à ce moment-là, Léonard va réussir à renaître de ses cendres et va finalement personnellement renaître de ses cendres en étant capable de combattre et de détruire ses démons de 76. Pour Hagler, lui, c'est terrible, à la fois parce que finalement, il finit vaincu par, si vous voulez, son alter ego de 73 qui avait l'argent nécessaire pour faire le choix d'aller au JO de 76. Il est vaincu par cet alter ego là, si vous voulez, par ce doppelganger. C'est même pas un alter ego, c'est un doppelganger, c'est un double maléfique. Il est vaincu par ce double là, et surtout il est vaincu de la pire des manières, parce qu'il est vaincu par un combat extrêmement serré où finalement on pourrait se dire que ce qui a décidé du combat c'était la popularité des boxeurs, et on pourrait presque se dire que vu à quel point le combat était serré, Léonard a remporté ce combat, non pas parce que, si vous voulez, une égalité aurait pas été volée, mais c'est Léonard qui a chopé la petite décision finale qu'il fallait, le petit grain qu'il fallait, parce que Léonard était plus populaire qu'Hagler. C'est ce qu'on pourrait se dire. Et pourquoi Léonard est plus populaire qu'Hagler? Parce que Léonard a gagné les Jeux de 76. Et donc finalement, il est presque trahi, Hagler. Et ça qui est terrible, c'est qu'il est trahi par ce qu'il n'a pas eu, mais ce qu'il aurait toujours voulu avoir, à savoir de la reconnaissance, de la popularité. Reconnaissance et popularité qu'il aurait pu obtenir en gagnant les Jeux de 76 et en y allant. Ce qu'il n'a pas pu faire parce qu'il n'avait pas d'argent. Vous comprenez le cercle vicieux et vous comprenez tout le tragique de cette situation pour Hagler. Ce qui est d'autant plus tragique, c'est qu'on avait clairement dit à Hagler, un champion, tu ne dois pas le battre, tu dois le vaincre pour lui piquer ses titres. Et rappelez-vous, c'est pour ça, l'une des raisons, c'est ce qu'on lui a dit, parce qu'il a une égalité contre Antoine Fermo qui n'a pas pu devenir champion en 79. On lui a dit, tu n'as battu Antoine Fermo, tu ne l'as pas vaincu. Léonard n'a jamais vaincu Hagler. Il l'a battu si vous voulez, il ne l'a jamais vaincu, et personne ne vous dira que Léonard a vaincu Hagler. Hagler à la fin peut faire encore 12 rounds, Léonard est au bord du chaos. Et il ne tient plus sur ses jambes. On a répété à Hagler, tu n'as pas gagné le titre en 79 parce que tu n'as pas vaincu le champion. Et finalement, il perd sa ceinture, celle qui restait à la WBC, parce qu'il n'a pas, parce que son challenger, pardon, qu'il a battu mais qu'il n'a pas vaincu. C'est donc la double trahison pour Hagler qui va derrière venir évidemment chercher une revanche. Je pense que vous comprenez vraiment tout le tragique de la situation pour Hagler à ce moment-là et à quel point c'est un coup dans le dos que le monde de la boxe lui fait à ce moment-là, du point de vue d'Hagler, bien sûr. Alors évidemment, il aurait pu faire un meilleur combat, il aurait pu KO Léonard, il aurait pu ne pas jeter les deux premiers rounds et en combattant en gaucher. Bien sûr, mais malgré tout, in fine, Hagler est trahi par le monde de la boxe et c'est quelque chose qui est indéniable. C'est Léonard qui chope la décision finale parce qu'il est plus populaire, en partie. En tout cas, c'est comme ça qu'Hagler le verra. Et en même temps, il n'est pas vaincu par le challenger et pourtant il perd ses titres. C'est une trahison du monde de la boxe de la part d'Hagler. Hagler, du coup, va venir chercher finalement la seule chose qui l'intéresse, à savoir une revanche. À ce moment-là, Hagler est dégoûté de la boxe et la seule chose qui l'intéresse pour refaire un comeback, c'est une revanche contre Léonard. Et Léonard, lui, va faire ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire des paroles en l'air et des esquives. Exactement comme en 81-82, quand il parlait d'affronter Hagler et finalement il ne l'a jamais fait. Il va parler d'une revanche, mais finalement il ne le fera jamais. Il va mettre dans le vent Hagler pendant pas mal de temps, qui va pendant plusieurs mois essayer de chercher une revanche. Léonard ne la voudra jamais. Finalement, Hagler va se retirer définitivement des rings en 87, dégoûté de ne pas avoir pu obtenir sa revanche avec Léonard. Léonard qui, dans sa malice, dans son vice le plus complet, parce qu'il a une belle gueule, il est charismatique, et c'est le gendre idéal, faut pas l'oublier. Mais Léonard, c'est un vicieux. Léonard, c'est un pervers. C'est un manipulateur. Il va venir rechercher Hagler en 88 pour lui proposer un combat revanche. Et alors je crois que c'est Antoine de Saint-Livre qui avait raconté cette anecdote que je trouve vraiment fantastique. Léonard qui va venir voir Bob Arum pour demander à Bob Arum d'aller un peu voir si Hagler serait chaud pour un combat revanche. Bob Arum qui du coup va regarder Hagler et va dire ouais Hagler, est-ce que ça te tenterait un combat revanche contre Léonard, et pas mal de pognon à se faire. Et Hagler qui va répondre à Bob Arum, dit à Sugar Ray, get a life. Va chercher une vie, va t'acheter une vie, Léonard, et arrête de poursuivre ce combat. Tu l'as pas voulu quand je te l'ai proposé, et ben maintenant va te faire foutre. Voilà ce qu'il lui dit. Moi j'ai tourné la page, toi aussi tourne la page. J'ai presque envie de dire des insultes, mais encore une fois, restons pour toi sur YouTube. C'est en tout cas un gros doigt d'honneur que va venir ériger Hagler en face de Léonard en 88. Get a life, Ray. Finalement, du coup, Hagler va se retirer du monde de la boxe. Il va malgré tout obtenir de la gloire et de la reconnaissance dans sa retraite, ce qui est assez comique, puisqu'actuellement c'est l'un des combattants qui est, je pense, les plus universellement appréciés de l'histoire de la boxe, notamment par son travail, de par sa personnalité, de par le fait qu'il soit allé toujours envers et contre tout au combat, et que finalement c'est vraiment le type qui n'a eu aucun cadeau. Il a joué le monde de la boxe en mode ultra difficile. C'est ça qu'il faut retenir et c'est ça qui a beaucoup plu aux gens. C'est qu'Hagler a joué le monde de la boxe en mode ultra difficile, là où beaucoup d'autres boxeurs ont pu jouer la boxe de manière un peu plus facile, notamment Léonard qui a clairement joué en mode ultra facile. Évidemment, ça n'enlève rien en capacité de Léonard qui a affronté des noms extrêmement bons dès le début de sa carrière, des noms très sous-estimés, je pense à Dave Boderin, je pense à Armando Moniz, des noms que Léonard remporte,
gagne avant même d'affronter Benitez. Donc Léonard est bien sûr un boxeur de très grand talent évidemment, mais on est censé constater qu'il a joué à la boxe en mode facile, là où Hagler a joué à la boxe en mode ultra difficile, et c'est bien sûr quelque chose qui a évidemment séduit beaucoup l'opinion publique après la retraite d'Hagler. On voit que je pense qu'avec ça vous comprenez un peu pourquoi c'est un combat que je déteste. C'est un combat bien sûr que je déteste parce qu'il est tragique pour Hagler. Pour Hagler, c'est littéralement 14 ans de sa vie qui s'écroule, 14 ans de carrière dans laquelle il a placé toute la confiance du monde pour essayer de se prouver à lui-même et prouver au monde que le travail pouvait permettre à un type qui passe pro avec l'entraîneur de Colmar du coin et dans l'anonymat le plus total, de permettre de réussir à devenir une superstar mondiale en battant le type qui justement a le chemin doré et la carrière facilitée. Et finalement c'est quelque chose qui va échouer et justement il ne va pas réussir à faire parce qu'il n'est pas assez populaire. Donc évidemment pour Hagler c'est une grande trahison. Pour Léonard c'est tout l'inverse. Il fait un comeback exceptionnel et j'insiste c'est l'un des plus beaux comebacks, si ce n'est le plus beau comeback de l'histoire de la boxe. Mais c'est aussi terrible parce que ce comeback il le vole presque. La victoire on a envie de la donner à Léonard parce qu'il fait un beau combat mais malgré tout on comprend bien qu'il n'a pas vaincu le champion. On comprend bien qu'il n'a jamais vaincu Hagler. Il n'a jamais vaincu Hagler Léonard. Il l'a battu oui mais il ne l'a jamais vaincu. Et c'est toujours un comeback qui laissera un goût amer. Il aurait une victoire plus nette, ça aurait été indiscutablement le comeback le plus beau de la boxe. Mais pourtant c'était pas le cas parce que ce combat est très serré. Et du coup, le combat en lui-même, c'est quoi? C'est simplement, quand je regarde ce combat, quand je regarde les 12 rounds du combat, c'est voir peu à peu l'image d'Hagler qui s'écroule, le monde d'Hagler qui s'écroule, et peu à peu le monde de Léonard qui se construit, qui se reconstruit, mais sur des fondations pas stables, et presque sur un vol, c'est un sentiment inachevé. C'est pas un vol, hein, ce combat. Mais est-ce que vraiment le goût est satisfaisant dans la bouche de Léonard à la fin? Pas vraiment. Parce que je le répète, il n'a jamais vaincu Hagler. Et c'est ça qui est terrible. Maintenant, est-ce qu'une victoire d'Hagler aurait été meilleure? En fait, pas vraiment. Parce que le comeback de Léonard serait toujours resté avec un goût d'inachevé. Si à la fin de ce combat, Léonard avait été déclaré perdant, c'est quand même con, mais Léonard a quand même fait un combat de fou furieux. Ce que fait Léonard à ce moment-là, personne ne l'aurait parié. Léonard revient de 5 ans d'inactivité, modulo son petit combat pitoyable en 84. Personne, et qui plus est dans une catégorie dans laquelle il n'a jamais combattu, personne n'aurait donné favori Léonard sur ce combat-là. Personne. Donc ce que fait Léonard, c'est exceptionnel. Évidemment qu'on est content qu'il gagne, parce que ce qu'il arrive à faire, c'est magique. Mais il lui manque juste un tout petit peu de manière pour que ça soit complètement satisfaisant. Je pense que voilà, ça traduit vraiment tous les sentiments que je peux ressentir vis-à-vis de ce combat. Et pourquoi est-ce que c'est un combat que je n'aime pas? Je me rends compte qu'évidemment que j'ai oublié quelques parties. Par exemple, le fait qu'en 76, Léonard remporte énormément d'argent lors de son pro début, donc son premier combat pro, de mémoire autour de 1000 €, enfin autour de 1000 $, où Hagler lui n'avait remporté que pauvre 20 $. Donc évidemment, encore un coup dans le dos d'Hagler qui se rend compte qu'il gagne extrêmement peu de thunes par rapport à ce qu'il aurait pu gagner si jamais il avait pu signer avec un bon promoteur, un bon manager, après avoir remporté les JO. Je pense que voilà, c'est un petit peu un retour, une mise en lumière que je voulais apporter sur ce combat, qui est assurément le combat que j'aime le moins de l'histoire de la boxe. J'espère que cette vidéo, ce podcast, je sais pas trop exactement comment dire ça, vous aura plu. J'espère que les petites images, désolé, je crois que j'ai essentiellement filmé le ciel, mais aura pu vous plaire. J'espère que les bruits des cigales, les bruits du vent n'auront pas été trop dérangeants. Si jamais tout ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire. Ça m'aidera pas mal dans le sens où voilà, ça reste une chaîne de boxe, hein, c'est un petit sport, puis je débute un peu comme je peux. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée, une très bonne soirée. Et puis, j'espère vous voir une prochaine fois sur la chaîne. Allez, bye bye!